Benjamin Billard, bonjour. Vous êtes politologue, chercheur au CRISP, un centre d'études sociopolitiques en Belgique, professeur à l'Université de Louvain et grand connaisseur de l'extrême droite et des populismes en Europe. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des figues et des raisins parce que votre dernière publication sur l'évolution de l'extrême droite en Europe au cours de ces 15 dernières années, eh bien, cette publication nous laisse mi-figue, mi-raisin. D'un côté, on voit bien que l'extrême droite progresse. D'un autre côté, elle ne parvient pas à se fédérer, à former une grande internationale comme l'internationale socialiste. Donc on peut se réjouir et s'inquiéter. Je dirais qu'il y a deux choses à souligner. C'est d'abord deux questions à se poser. D'abord de savoir est-ce qu'il y en a la volonté au sein de ces partis. Est-ce qu'il y a une volonté de se fédérer à l'international au niveau européen, sachant que ces partis sont caractérisés d'abord et avant tout aussi par leur souverainisme. Leur souverainisme, donc la volonté de rendre le pouvoir au peuple, comme ils le disent, au peuple qui est national, donc un retour aux frontières. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est de savoir finalement, est-ce qu'il y a une nécessité pour ces partis de se fédérer au niveau européen, au niveau international, pour pouvoir exister d'une part et surtout exercer une influence d'autre part. Et on voit que dans les faits, pas nécessairement, ces partis parviennent à exercer une influence considérable sans nécessairement être fédérés. Prenons l'exemple de 2014. Marine Le Pen parvient à remporter un certain nombre de mairies, le Front National en tout cas parvient à remporter un certain nombre de mairies en France. Et pourtant, lors du scrutin du 25 mai 2014, elle ne parvient pas directement à former un groupe politique au niveau européen. Il faudra attendre juin 2015 pour ce faire. Des gens comme Matteo Salvini et Marine Le Pen, ils s'aiment ou ils se détestent ? Alors il y a des relations bien entendu entre ces personnes, entre ces partis. Ils font partie depuis 2015 justement du même groupe politique, Europe des Nations et des Libertés, jusque mai de cette année. Ici au Parlement européen. Au niveau du Parlement européen bien sûr. Donc il y a effectivement un fond idéologique commun également, malgré cette volonté de retour aux frontières nationales. En matière d'immigration, en matière de sécurité intérieure, il y a effectivement des positions, si pas communes, en tout cas très semblables les uns par rapport aux autres. Et donc, en période de campagne électorale notamment, ils peuvent venir se soutenir les uns les autres. Le fonds de commerce des populistes de l'extrême droite, c'est quoi? C'est toujours l'immigration en priorité? Alors, distinguons bien les populismes de l'extrême droite. Au niveau de l'extrême droite, je dirais, il y a justement le style populiste, qui n'est pas propre à l'extrême droite, mais la majorité des partis d'extrême droite aujourd'hui recourent au populisme comme style politique opposant un peuple à des élites culturelles, académiques, politiques, économiques, sociales par exemple, mais également deux autres caractéristiques fondamentales, qui est un rejet de l'immigration, voire une tendance à la xénophobie chez ces partis, mais également une volonté de défendre une vision de la sécurité beaucoup plus autoritaire, en renforçant les pouvoirs des policiers par exemple. Alors, vous étudiez l'évolution de l'extrême droite depuis 2004, donc ces 15 dernières années. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans? Alors, ce qu'on observe, c'est que l'extrême droite est encore présente. Dans tous les pays où elle était présente en 2004, elle est encore fortement ancrée aujourd'hui, mais elle s'est également renforcée dans ces différents pays. Elle s'est renforcée sur le plan électoral, mais également dans son rapport avec le pouvoir exécutif. Elle est entrée dans certains gouvernements, dans certains pays. Voilà, elle est entrée dans un certain nombre de gouvernements. L'Italie, l'Autriche, ce sont des exemples que nous connaissons bien, mais aussi, pour citer une illustration autre, la Bulgarie. Et donc, on voit qu'il y a un rapport avec le pouvoir beaucoup plus proche, mais aussi un soutien de gouvernements minoritaires depuis l'extérieur. Pensons aux Pays-Bas entre 2010 et 2012, pensons au Danemark bien entendu, où les partis d'extrême droite ne font pas partie formellement du gouvernement, mais le soutiennent depuis l'extérieur et parviennent à exercer une influence considérable sur la conduite des affaires publiques. Et les thématiques qui portent l'extrême droite au pouvoir, elles sont toujours les mêmes. Vous aviez parlé de l'immigration il y a quelques instants. C'est aussi la lutte contre les élites, en quelque sorte? Alors, pas nécessairement, et c'est quelque chose justement d'assez intéressant, c'est que l'on observe que lorsque l'extrême droite parvient au pouvoir, c'est parfois en faisant un certain nombre de concessions. Pensons à la Norvège, où le parti du progrès norvégien accède au gouvernement en 2013, et on observe que dans l'accord de gouvernement norvégien, il n'y a pas de références très nombreuses à la question migratoire. Par contre, au Danemark, le parti du peuple danois, le parti populaire danois, est à l'extérieur du gouvernement, mais parvient pourtant à imprimer sa marque d'une certaine manière et à faire adopter au gouvernement des mesures comme la confiscation des bijoux pour les demandeurs d'asile. Alors, regardez cette photo. Viktor Orban. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Parce que vous ne parlez pas en fait de l'Europe de l'Est. Pourquoi êtes-vous limité à cette Europe de l'Ouest en quelque sorte? Alors je n'aborde pas dans cette étude spécifique l'Europe centrale et orientale, simplement pour avoir une focale et pour pouvoir consacrer assez d'attention sur des pays fortement marqués par
ces formations d'extrême droite, ou au contraire sur certains pays qui ne le seraient pas, et pour comprendre pourquoi et est-ce qu'ils sont vraiment immunisés contre la croissance des partis d'extrême droite. Ceci étant, et c'est une recherche sur laquelle je vais m'atteler dans les prochaines semaines, il y a également un intérêt fort à ces formations d'extrême droite en Europe centrale et orientale, notamment parce qu'elles ont un fond commun, dirais-je, avec les formations d'extrême droite d'Europe occidentale, mais également des spécificités. Pensons... Orban, c'est l'extrême droite? Alors, il y a en Hongrie différentes formations qui vont de la droite radicale à l'extrême droite. Le Jobbik est une formation d'extrême droite très clairement. Viktor Orban tend à aller dans la direction du Jobbik en adoptant des mesures qui sont proposées dans les programmes électoraux du Jobbik. Mais Viktor Orban n'est pas en soi un leader d'extrême droite, bien qu'il puisse copier d'une certaine manière des éléments du programme du Jobbik pour récupérer d'une certaine manière son électorat aussi. Ce que l'on constate, c'est qu'au sein d'un même pays, il y a des régions qui peuvent être très différentes sur le plan politique. Prenons un exemple que vous connaissez bien, la Belgique, la Flandre, les Flamands qui ont voté aux dernières élections d'une manière assez forte pour des organisations, pour des partis d'extrême droite. Et du côté wallon, du côté francophone, l'extrême droite est quasiment inexistante. Alors c'est un paradoxe bien belge effectivement, mais des éléments permettent bien entendu de l'expliquer. D'une part, l'absence d'un leader charismatique au sud du pays. D'autre part, et je pense que c'est un élément assez important à comprendre, c'est l'absence d'une identité nationale belge ou wallonne assez forte au sud du pays. Comme je le disais, un des éléments qui caractérise également l'extrême droite, c'est le nationalisme, le souverainisme qui en découle également. Et donc, il est difficile pour des formations d'extrême droite de jouer sur une rhétorique nationaliste pour pouvoir fédérer un suffisamment grand nombre d'électeurs, alors que ce nationalisme flamand au nord du pays est beaucoup plus important dans cette partie de la Belgique. Benjamin Biard, une petite question cactus, une question qui pique pas très fort. Vous choisissez la rose ou la bleue? La rose. La rose, et vous la lisez à haute voix. Et réponse en 1 minute. Alors, l'extrême droite est-elle moins honteuse que la pornographie? C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, des gens qui votent pour l'extrême droite ne le cachent plus, alors qu'ils le faisaient peut-être il y a encore 10 ans. Alors, cela participe tout simplement d'un processus finalement de légitimation des formations d'extrême droite. Depuis une vingtaine d'années, elles tentent de se légitimer davantage. Pourquoi? Simplement pour accéder au pouvoir. On le voit notamment, on citait la Hongrie, le Jobbik depuis 2014 essaye de se légitimer, de se dédiaboliser d'une certaine manière pour pouvoir concurrencer Viktor Orban et potentiellement exercer le pouvoir à sa place. C'est une tendance qu'on observe un peu partout en Europe, en France avec Marine Le Pen et puis récemment en Belgique avec le Vlaams Belang de Tom van Grieken également. Marine Le Pen qui déclare qu'elle ne fait plus partie de l'extrême droite. Alors là, généralement, tous les partis se déclarent ne pas faire partie de cette famille d'extrême droite, tout simplement parce que c'est une étiquette qui permet tantôt pour les scientifiques de catégoriser, de comparer des formations politiques, mais aussi pour des acteurs politiques de pouvoir les délégitimer, de mieux les attaquer à travers une étiquette particulière. Donc c'est l'usage de la notion à laquelle nous devons être attentifs. Paris réussi, vous avez répondu en 1 minute. Merci Benjamin Biard d'être venu au bar de l'Europe. Une petite figue ou un raisin? Volontiers.